L'actualité, bonsoir à tous et bienvenue à la une ce soir, les 50 ans du PDS, un parti historique qui a tout connu, la gloire comme la décadence pour ce demi-siècle d'existence. La plateforme Sauvons le PDS travaille à remobiliser les troupes, les frustrés du parti, y compris pour la reconquête du pouvoir. Baisse des prix du loyer, la cupidité des bailleurs, un frein à l'application des mesures prises, une grande escroquerie que seule la construction en nombre de logements sociaux pourra arrêter. C'est la conviction de Félix Mboup, président de l'association libre des locataires. En médecine, après le succès de la 4e transplantation rénale, le Sénégal manque la 5e intervention qui était programmée cette semaine, faute de ressources financières. Le manque de soutien des autorités risque de compromettre la pérennité de la greffe de rein au Sénégal. Et enfin, hors de chez nous, le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué ce mercredi à Téhéran, en Iran, lors d'une attaque aérienne imputée à Israël. Il était la cible numéro 1 d'Israël depuis le début de la guerre entre le Hamas et l'État hébreu, déclenchée le 7 octobre dernier par le mouvement palestinien. Il était dans le pays pour assister à l'investiture du nouveau président iranien. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Actualité politique, célébration des 50 ans d'existence du PDS. La plateforme Sauvons le Parti démocratique sénégalais travaille à remobiliser les troupes, les frustrés, y compris pour la reconquête du pouvoir. Le coordonnateur de la plateforme, Ndiaga Diao, estime que la mauvaise organisation du parti est à l'origine de leurs difficultés du moment. C'est dans une salle pleine à craquer, mais avec peu de leaders, que militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais se sont donné rendez-vous pour le début de la célébration des 50 ans passés dans le landerneau sénégalais. Nous devons profiter de ces journées-là pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ce parti. Et le PDS ne va pas bien parce que les structures ne marchent pas, cause pour laquelle nous avons beaucoup de groupes et beaucoup de panels. De l'opposition au pouvoir avant de retourner à partir de 2012 à la case départ, le parti du SOPI a vécu tous les scénarios de la conquête du pouvoir de 1974 à 2024. Mais selon le coordinateur de la plateforme, son ralliement à la coalition Diomaye Président n'était que pour le temps de la présidentielle. En tout cas, ce soutien était sans condition. Donc nous considérons que nous ne sommes pas dans cette coalition pour la bonne et simple raison que la coalition Diomaye Président se réunit régulièrement et vous n'avez jamais vu un membre du PDS présent, n'est-ce pas, dans ces activités. Un diagnostic sans complaisance du parti pour la reconquête du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les fédérations du pays, dans tous les départements. C'est la minorité qui dirige la majorité. Et c'est des choses que personne ne peut accepter. Une reconquête qui commence, selon eux, par une nouvelle approche, notamment avec le retour de l'héritier du SOPI, Karim Meïssa Wade. Mon ultime conviction est aujourd'hui que Karim Wade doit venir, Karim Wade doit parler aux militants du PDS, Karim Wade doit parler aux responsables du PDS. Et c'est ça la vérité, c'est ça ce que je crois que c'est ça la vérité. Nostalgique des 12 années passées au pouvoir, ces militants et sympathisants disent vouloir sillonner les 4 coins du Sénégal et de la diaspora pour remobiliser les frustrés du PDS. Toujours en politique, le mouvement citoyen a interpellé personnellement hier lors de sa conférence de presse le président Bassirou Diomaye Faye au sujet du respect de son engagement à mettre en œuvre les conclusions des assises nationales. Le chef de l'État devrait naturellement se retirer du Conseil supérieur de la magistrature, nous dit Ousmane Ba dans sa chronique du jour. Les enjeux de cette invite citoyenne sont éminemment politiques et éthiques. Il est question de l'application rigoureuse d'une condition phare et sine qua non de l'avènement de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, plus équilibrés, et de la rupture définitive avec le présidentialisme et ses crises structurelles successives au cours des décennies post-indépendance. En dépit de l'avis contraire de quelques magistrats à cette option quasi-consensuelle refondatrice des institutions, le chef de l'État doit respecter scrupuleusement son engagement, celui de la coalition Diomaye Président et du peuple souverain. Le cahier de charge des citoyens républicains n'est ni négociable avec des magistrats fonctionnaires, ni marchandable avec des conservateurs du statu quo de la gouvernance
gouvernance chaotique d'un homme et son parti-État. Les électeurs citoyens ont élu un candidat, un programme politique et économique, une démarche de gouvernance et des engagements éthiques bâtis sur les valeurs du Jub Jubel Jubanti. C'est un pacte républicain qui lie donc le peuple souverain au candidat élu. Au soir du 24 mars 2024, le président de la République en exercice devra tirer toutes les conséquences d'un manquement significatif à ses propres engagements politiques. Le divorce éthique avec les expériences démocratiques et la République citoyenne est toujours à l'origine de la perte de confiance des électeurs et de la défiance des élites. La déception est et reste la mère porteuse des ruptures avec son peuple. Les expériences négatives de ces anciens présidents de la République, Abdoulaye Wade et Macky Sall, devraient servir à quelque chose au chef des patriotes. Les citoyens ont sanctionné la dévolution monarchique du pouvoir et le troisième mandat anticonstitutionnel. Le président Diomaye est à la croisée des chemins. La rupture systémique promise ou la continuité de l'ancien régime présidentialiste et cet art congénital dont l'excès de pouvoir du chef de l'exécutif dépendra du respect ou non des engagement éthique, de l'application ou non des conclusions des assises de la justice indépendante et de la séparation des pouvoirs. Amadou Ba poursuit ses visites aux familles religieuses à Tivaouane. Hier, l'ancien Premier ministre a rencontré le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, une visite d'amitié et de courtoisie. On pouvait voir à côté de l'ancien Premier ministre Aliou Sall, Cheikh Oumar Anne et d'autres responsables de l'ancien régime qui ont aujourd'hui pris leur distance avec la paire. D'abord, je suis habitué, je connais tous les chefs religieux, je suis habitué à les rencontrer, donc périodiquement je rends visite à tous les chefs religieux du pays, qu'ils soient musulmans ou non. Et ça, je le fais depuis plusieurs années. Il a rappelé tout à l'heure, nos relations datent d'au moins de 15 ans que je fréquente le khalife. Donc ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, c'est vrai que le contexte aidant, une visite peut être interprétée, mais c'est rien du tout, c'est une visite comme j'ai l'habitude de le faire. Je reviendrai sur toutes ces questions, sur les questions qui concernent la vie politique intérieure. Je pense que notre pays a ses réalités. Je suis en train de faire le tour, de parler aux chefs religieux, je parlerai aux autres leaders d'opinion globalement, et ce après quoi on pourrait s'adresser au pays, parler un peu de la situation. En bref, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a émis une note datée du 29 juillet 2024 annonçant une vaste réorganisation des services diplomatiques. Cette directive demande à plusieurs ambassadeurs et consuls nommés sous l'ancien régime de Macky Sall de passer le témoin aux chargés d'affaires désignés et de regagner Dakar avant le 31 août prochain. Ce rappel massif marque une étape significative dans la restructuration des affaires étrangères sous l'administration du président Bassirou Diomaye Faye. En bref, toujours un tournant décisif dans la gestion de la télévision numérique terrestre. TNT a été annoncé par la Société de télédiffusion du Sénégal, TDS SA. À partir de ce mercredi 31 juillet, TDS SA sera l'unique gestionnaire de l'intégralité de l'infrastructure TNT, succédant à Excaf Telecom, qui en avait la charge depuis 2014. Une décision qui marque la volonté souveraine des autorités étatiques de mettre fin à une décennie de gestion privée. La reprise par TDS SA vise à centraliser et renforcer le contrôle sur les aspects techniques. La société d'électricité Sénélec veut mettre un terme aux accusations des clients à son endroit relatives à la facturation souvent jugée coûteuse et injustifiée. À ce propos, la Société nationale d'électricité a invité des journalistes à un atelier de partage. Au cours de cette rencontre, la société a insisté sur la crédibilité de sa facturation, arguant que le client ne doit payer que l'énergie qu'il a consommée. Je vous propose d'écouter à ce propos Ndeye Ndoyeba, directrice principale du service commercial. Elle est plutôt au micro de Sékou Djemé. Nous avons essayé à travers des cas pratiques de vous montrer pourquoi il y a une variation du nombre de kilowattheures obtenus pour des achats d'un même montant dans le mois. Et nous avons également essayé de vous montrer la différence entre le système classique et le système Woyofal. Le gain à travers des simulations pour vous montrer comment un client qui est au classique avec une consommation sur 2 mois
et quel est le gain que ce client pourrait avoir s'il était au Woyofal. Donc nous avons essayé aussi de vous montrer des astuces pour que vous puissiez économiser votre budget de consommation, mais aussi les avantages du Woyofal. Nous avons beaucoup échangé sur les avantages du Woyofal, mais aussi sur des astuces pour une économie d'énergie. Grande escroquerie autour des politiques du loyer au Sénégal. Félix Mboup, président de l'association libre des locataires, monte au créneau et dénonce la cupidité des bailleurs. Pour une solution efficace, il invite les autorités à davantage travailler sur les logements sociaux. Félix Mboup, président de l'association libre des locataires, s'est entretenu avec Omar Thiam. En peu de mots, la situation des locataires du Sénégal se résume à ceci. Extrêmement dramatique. Aujourd'hui, les locataires sont pris entre le marteau des bailleurs et l'enclume des agences immobilières. Et pourtant, la loi avait tout prévu pour faciliter la transaction entre les différentes parties contractantes. Une disposition juridique loin d'être respectée, en grande partie à cause des bailleurs tapis à l'ombre. Si vous cherchez un loyer, on va vous demander 3 mois d'avance. Or, la loi dit maintenant que c'est 2 mois. Mais maintenant, par détour, ils te font signer 2 mois, alors qu'en vérité, ils ont pris 3 mois. Pour régler la question du loyer au Sénégal, une batterie de mesures s'impose, avec bien sûr le suivi nécessaire. Il faut donc des mesures coercitives. Il faudra tout faire pour que la loi soit respectée. Nous, ce que nous attendons des nouvelles autorités, c'est de créer des mécanismes par lesquels les locataires pourront se tirer d'affaire. En faisant quoi? D'abord, il faut promouvoir le logement social. Il faut fixer les prix par zone. Une chambre au Mamel ne peut pas avoir la même valeur qu'une chambre au Parcelles Assainies. Autre phénomène qui émerge dans le secteur, la sous-location. La priorité absolue est donnée aux demandeurs étrangers, une discrimination pure et simple aux yeux du président de l'association libre des locataires. Nous avons des preuves. Comment un Sénégalais peut empêcher un autre Sénégalais de disposer d'un loyer? Il y a une grande escroquerie autour du loyer. Une autre preuve de la désorganisation de ce milieu est l'exigence d'un bulletin de salaire, un facteur handicapant pour les nombreux demandeurs en location issus du secteur informel. Kayor Sissé, à Thiès, les habitants de la cité Balabé 2, regroupés au sein d'un collectif, ont dénoncé la construction de maisons sur une ruelle de leur quartier en violation du plan cadastral. Les membres du collectif qui rencontraient des journalistes ont dit avoir saisi le préfet, le gouverneur et les maires de Thiès et de la ville sans suite. Un élément qui n'est pas disponible, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons à présent des déguerpissements des mendiants nigériens des rues des Almadies. Les résidents de la commune expriment leur satisfaction. La commune des Almadies, jadis inaccessible à certaines couches vulnérables, présentait ces derniers jours un visage hideux à cause justement de ces sans-abri qui a fait finir par y élire domicile. C'est un reportage de Djibril Diallo. Il y a quelques jours seulement, ce terrain nu était transformé en un grand bidonville au cœur du paisible quartier des Almadies. Il était occupé par des centaines d'étrangers venus principalement du Niger. Après plusieurs plaintes des habitants du quartier, ils ont été déguerpis, le site complètement rasé. Je salue l'initiative de leur déguerpissement. Quand il était là, on n'était pas en sécurité. Les lieux étaient aussi très sales. Il y avait beaucoup d'enfants parmi eux. Ont-ils été recasés ailleurs ou ont-ils été rapatriés? Des questions auxquelles le délégué de quartier n'a pas de réponse. Mais le démantèlement de ce site est pour lui, tout comme beaucoup d'autres habitants, un grand soulagement. Je suis content. On le dénonçait depuis longtemps. Puisqu'on n'était pas en sécurité, c'est ce qu'on attendait des autorités. Nous, on est des délégués de quartier. Si on a des informations à fournir aux autorités étatiques, on le fait par le biais des maires. Donc, on est très satisfait. Et plus jamais ça. Depuis quelques années, des mendiants venus du Niger font partie du décor des rues de la capitale sénégalaise. En 2022, au moins 500 ressortissants nigérians qui exerçaient la mendicité à Dakar, des femmes et des enfants dont la plupart ont été rapatriés.
Santé. Après le succès de la 4e transplantation rénale au Sénégal, la 5e intervention a été programmée cette semaine par le comité technique de transplantation du consortium HMO Dantic. Un rendez-vous malheureusement manqué faute de ressources financières selon le président du dit comité qui se désole du non-accompagnement du ministère de la Santé. Cette situation remet en question la pérennité de la greffe de rein au Sénégal du côté du Comité national du don et de la transplantation. L'espoir est encore permis. C'est un reportage de Ndefat Ouad. Après une 4e intervention réussie, le comité technique de transplantation du consortium HMO Dantec se voit obligé de s'arrêter pour le moment, faute de ressources financières. Sans aucun appui du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la 5e greffe de rein ne sera pas au rendez-vous pour cette semaine. Et si l'État considère que ce n'est pas rentable, on arrêtera les transplantations. Pour le moment, nous n'avons rien reçu. Tout ce qui a été engagé comme frais l'a été soit par l'hôpital militaire de Ouakam, donc par les forces armées sénégalaises, ou alors par des dons privés qui nous ont été faits spontanément par des personnes qui ont l'habitude d'aider les hôpitaux. Le Conseil national du don et de la transplantation, pour sa part, reste optimiste. Je pense que le financement de la transplantation, elle va venir. Je pense que moi, je n'ai pas de doute, personne n'a de doute. Parce que la dialyse, si vous vous rappelez, au début, c'était comme ça. C'était 50 000 à l'Antex, il existait un seul centre. Il a fallu attendre, informer, sensibiliser. Et puis, on a abouti aujourd'hui à la gratuité de la dialyse et à l'accessibilité géographique de la dialyse. De la même manière, pour la transplantation, moi, vraiment, sincèrement, je ne me fais pas de doute qu'on met 5 milliards dans la dialyse. De la même manière, on mettra de l'argent dans la transplantation. La greffe de rein est de loin plus avantageuse que la dialyse qui mobilise chaque année 5 milliards. Des raisons suffisantes pour les autorités politiques d'orienter le financement vers cette intervention chirurgicale. Pendant la première année, la transplantation coûte autant que la dialyse. Entre 13 et 15 millions. À la deuxième année, si on continue la dialyse, on dépensera la même chose. Mais si on transplante le malade, le prix chute de moitié. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est la qualité de vie. Un transplanté a une meilleure qualité de vie qu'un dialysé. Le troisième élément, c'est l'espérance de vie. Quand un transplanté a une espérance de vie quasiment la même que dans la population générale. Quand on transplante dans un hôpital, la transplantation tire vers le haut tout le plateau technique. Le Sénégal, qui devient le 15e pays africain à réaliser la greffe de rein, a fini de démontrer ses capacités techniques à réussir cette intervention qui met un terme aux séances de dialyse, ce qui redonne beaucoup d'espoir aux malades. Quant à l'avenir de cette transplantation rénale, la balle est dans le camp des autorités. En bref, toujours dans le secteur de la santé, après avoir franchi une étape importante après la transplantation rénale, le Sénégal se prépare à entrer dans une nouvelle ère de la médecine avec la transplantation de cornée. Cette avancée permettra à de nombreuses personnes de recouvrer la vue. Le Conseil national de transplantation a achevé la rédaction des textes législatifs et réglementaires nécessaires et la banque de cornée est déjà construite. Il ne reste plus qu'à finaliser l'équipement pour commencer les interventions dans un avenir proche. Le professeur Farika, président du CNDT, qui s'en félicite, estime qu'avec ces initiatives, le Sénégal s'apprête à franchir une nouvelle étape dans le domaine de la médecine, positionnant comme un acteur clé dans le domaine des transplantations et greffes d'organes en Afrique de l'Ouest. Toujours dans le secteur de la santé, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce mardi l'apparition du premier cas humain de fièvre du Nil occidental au Sénégal. La fièvre du Nil, une maladie habituellement transmise par des piqûres de moustiques, entraîne une fièvre brutale, parfois associée à des complications neurologiques qui peuvent être sévères chez de nombreuses espèces animales. C'est ce que nous dit Djenaba Omar Sow. Le Sénégal enregistre son premier cas de fièvre du Nil occidental. Il s'agit d'une fille de 18 ans domiciliée dans la région de Kaffrine. Le virus du Nil occidental est une zoonose, une maladie humaine d'origine animale.
Les premiers cas ont été découverts en 1937 en Ouganda. Les hôtes principaux de ce pathogène sont les oiseaux. Le parasite se transmet aux moustiques lorsque celui-ci mord un volatile infecté. Considéré aujourd'hui comme le flavirus le plus répandu après celui de la dengue, le virus est désormais présent dans divers pays du monde et de plus en plus des zones sont infectées, notamment en Europe. La maladie est le plus souvent asymptomatique chez l'homme, mais elle peut être grave chez les personnes recevant une greffe ou une transfusion sanguine. Cette fièvre est accompagnée de maux de tête et de dos, de douleurs musculaires, d'une toux, d'un gonflement de ganglions du cou et souvent d'une éruption cutanée, de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhée et de symptômes respiratoires. Les formes graves de la maladie, parfois mortelles, surviennent chez moins de 1% des personnes infectées, un cas sur 150, majoritairement les personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes immunodéprimées par maladie ou un traitement. Il n'existe à ce jour aucun vaccin du virus du Nil occidental et la plupart des personnes infectées guérissent sans traitement. Pour ceux qui développent des symptômes, un traitement de support peut être utilisé pour réduire leur gravité afin de permettre aux malades de mieux se remettre. Yanaba Omar Sow, célébration de la journée internationale de la femme africaine. L'Alliance des femmes pour l'équité et le développement, section Sénégal, a tenu à marquer l'événement par une rencontre d'échange et de partage d'expériences. Compte rendu Kadior Sissé. L'Alliance des femmes pour l'équité et le développement, section Sénégal, a organisé ce mardi à Dakar sa journée internationale de la femme africaine. Une occasion pour la présidente de revenir sur le contexte dans lequel l'Alliance a été portée sur les fonds baptismaux. À un moment où on était en train de reconstruire le Sénégal, d'imaginer le Sénégal après des années de crise. Il y avait des femmes qui étaient là, c'est vrai, elles avaient des voix fortes, elles avaient des voix puissantes. Mais on doit être en masse critique, dévouée pour changer les choses, pour faire bouger les lignes. Nous en avons pris conscience et nous avons décidé de créer AFED. Aux côtés du 8 mars, journée dédiée à toutes les femmes du monde, la journée internationale de la femme africaine est célébrée dans un but bien précis. Le 8 mars, aujourd'hui, ça a perdu un peu de son sens en matière de droits des femmes. Donc nous espérons être à côté du 8 mars pour relayer ces causes spécifiques aux femmes. C'est l'objectif de la GIFA. Investir dans l'éducation, assurer l'avenir des femmes et des filles en Afrique, voilà le thème qu'a choisi la Fête de Sénégal pour marquer sa journée. Un thème qui s'inscrit en droite ligne dans la vision des nouvelles autorités sur l'éducation des filles. Mon département a élaboré l'agenda national de la fille dont l'objectif est de garantir aux filles un environnement propice à l'effectivité de leurs droits. Cette stratégie est structurée autour de 8 priorités, dont la deuxième est axée sur l'éducation. La journée internationale de la femme africaine a réuni dans une salle plusieurs profils de femmes leaders dans différents domaines pour des moments d'échange et de partage d'expériences. Actualité hors de chez nous en Guinée, Moussa Dadis Camara, qui a dirigé le pays pendant 12 ans entre 2008 et 2009, a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité ce 31 juillet 2024 dans le cadre du procès des massacres survenus en 2009 dans la capitale guinéenne. Il a été condamné à 20 ans de prison, devenu son principal accusateur au fil des audiences. Son ancien aide de camp, Aboubakar Diakité Ditumba, qui avait tenté même de l'assassiner, écope quant à lui de 10 ans de prison. Il est lui aussi condamné pour crime contre l'humanité. Et dans l'actualité hors du continent, le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé ce mercredi qu'une frappe israélienne à Téhéran avait tué son chef Ismail Haniyeh, un acte lâche qui ne restera pas sans réponse, a déclaré Moussa Abou Marzouk, un membre du bureau politique du Hamas. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour nous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent sur 7TV. Bien sûr, quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Merci, au revoir.